Bonjour chers élèves, donc je vous revois aujourd'hui afin de traiter, toujours dans le cadre du chapitre 2, la répartition et la redistribution des revenus, donc pour traiter de la répartition secondaire ou de la redistribution. Donc la répartition secondaire ou la redistribution vient, comme nous avons déjà dit au cours de la dernière séance, nous avons dit qu'elle vient pour corriger les imperfections ou les inégalités au niveau de salaire qui ont été faites au niveau de la répartition primaire. Prenons l'exemple du salaire par exemple. Au niveau de la même entreprise, on peut trouver donc des disparités au niveau du salaire. Un directeur ne touche pas le même salaire qu'un ouvrier par exemple. Alors vers la fin, ces disparités en termes de salaire sont en fait l'exemple est à reproduire sur les autres revenus primaires, sur les intérêts, sur les loyers, sur les bénéfices, sur les dividendes. Donc tous les ménages ou tous les agents économiques ne touchent pas les mêmes revenus ou les mêmes voilà, donc le même montant le même revenu. Alors il s'agit en fait de corriger ces imperfections, ces inégalités, afin que ces inégalités ne mènent pas vers des distorsions sociales, vers des inégalités sociales. Alors, ce qu'il conviendrait de faire en fait, c'est de prélever, comme on a dit, les prélèvements obligatoires pour les redistribuer sous forme de prestations sociales ou de revenus de transfert. Alors, elle vient pour corriger les inégalités de la répartition primaire. Alors, à présent, nous allons voir quelles sont les raisons de la redistribution. Pourquoi il y a redistribution? Quels sont les objectifs derrière la redistribution? Alors, il y a trois objectifs majeurs derrière la redistribution. Tout d'abord, un objectif de justice sociale. Il s'agit en fait, comme on a déjà dit, de réduire les inégalités entre les individus d'une société en prélevant sur les salaires les plus élevés, sur les revenus en général, les revenus les plus élevés, pour redistribuer, pour redonner aux personnes à revenus moins élevés. Voilà. Donc, prélèvement sur les revenus élevés et transfert vers les revenus modestes. Deuxième objectif de la redistribution, c'est la solidarité. Assurer une certaine solidarité entre les individus en les couvrant contre les aléas de la vie, contre les éléments incertains de l'avenir. Perte d'emploi, veuvage, comme on l'a dit, ça peut être une maladie, un accident de travail, ainsi de suite. Donc beaucoup d'événements qui peuvent survenir pour l'individu et qui pourront en fait affecter son revenu, affecter négativement bien sûr, son revenu, le faire diminuer, et pour lesquels en fait il y a une certaine solidarité qui est instaurée à travers la redistribution. Troisième objectif, c'est la lutte contre la pauvreté. Donc la lutte contre la pauvreté est aussi un objectif de la redistribution, à travers notamment le cas du Maroc, à travers la compensation, en compensant et en subventionnant les biens de première nécessité, comme le pain, comme le thé, le sucre, l'huile, ainsi de suite, pour permettre aux individus les plus nécessiteux de subvenir aux besoins les plus nécessaires à la vie, donc à savoir s'alimenter, donc avec des biens qui sont vraiment très basiques. Voilà. Maintenant, quelles sont les formes de la redistribution? Quelle forme prend la redistribution? Est-ce que la redistribution elle est uniforme ou elle est multiforme? Alors, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, il convient donc de distinguer une redistribution verticale d'une redistribution horizontale. Alors, la redistribution verticale, c'est la forme la plus évidente et la forme la plus importante que prend la redistribution. Donc, elle peut représenter jusqu'à 80% des actions de redistribution dans un pays. C'est la forme de redistribution en fait qui consiste à prélever des impôts, cotisations sociales, des prélèvements obligatoires en général, et à les redistribuer aux revenus, donc à prélever sur les revenus les plus élevés pour les redistribuer aux revenus les plus modestes. Alors, elle vient, bien sûr, son objectif le plus important
et la correction des inégalités. Et donc l'État met en place un transfert des ressources des hauts revenus vers les bas revenus, comme on l'a dit, pour organiser une solidarité entre les riches et les pauvres. Cette redistribution verticale s'appuie sur une logique d'assistance aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. Donc il conviendrait ici de signaler que la redistribution verticale vient pour ancrer un objectif en fait, d'assistance aux personnes en besoin. Elle est financée par des prélèvements obligatoires, les impôts et les cotisations sociales, impôts, taxes et cotisations sociales, prélevés sur les revenus des ménages. Donc, s'il y a quelque chose à retenir en fait de la redistribution verticale, c'est que la redistribution verticale, en fait, elle est faite pour ancrer le principe de solidarité et d'assistance entre les agents économiques, spécialement entre les ménages, et elle est financée par les impôts et cotisations sociales, donc elle est faite pour prélever des hauts revenus et reverser aux bas revenus. Donc, prenons un exemple, un tout petit exemple pour illustrer cette situation. Donc, prenons l'exemple en fait qu'on nous avons pris tout à l'heure, celui du directeur qui touche dans les 15 000 dirhams et d'un ouvrier qui touche dans les 3 000 dirhams. En termes de prélèvement obligatoire, le directeur il va payer plus d'impôts que l'ouvrier. Ça veut dire que l'État va prélever un impôt plus élevé sur les 15 000 dirhams du directeur que sur les 3 000 dirhams de l'ouvrier. Une fois l'impôt prélevé sur ce haut revenu, on va essayer de le reverser à l'ouvrier sous forme de cotisation, d'allocation familiale, sous forme éventuellement donc d'une indemnité d'invalidité s'il y a perte d'emploi, sous forme de pension de vieillesse à la longue, sur le long terme, sous forme, en fait, s'il s'agit d'une femme, d'indemnité de maternité, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a une deuxième forme de la redistribution. Donc après avoir traité de la redistribution verticale, on trouve la redistribution horizontale. La redistribution horizontale, quant à elle, elle vient pour ancrer un principe d'assurance. Elle vient pour assurer les individus contre des aléas de l'avenir, contre les risques sociaux qui peuvent survenir. La redistribution donc horizontale couvre les risques sociaux, quel que soit le niveau de revenu. Ici, il n'y a pas de distinction de revenus, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des plus riches pour reverser aux plus pauvres. Ce qu'on fait, c'est on couvre contre les risques sociaux sans distinction de revenus, donc quel que soit le niveau de revenu. Le risque social, en fait, est un événement qui intervient au cours de la vie d'un individu et qui affecte, indépendamment de la volonté de l'individu, et qui occasionne une perte de revenus ou affecte négativement, occasionne une perte très importante de revenus. Maladie, vieillesse, veuvage, chômage, ainsi de suite. Donc tous ces éléments, en fait, peuvent être considérés comme des risques sociaux qui peuvent affecter négativement, diminuer, voire en fait, voire carrément faire perdre à l'individu son revenu. Alors, dans le cadre de la redistribution horizontale, comme on a dit, donc elle vient pour mettre en place en fait un principe d'assurance. Et ce principe donc, est assuré par les organismes de sécurité sociale au sein d'un pays. Donc au Maroc, c'est la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui assure ce rôle. Elle prélève les cotisations sociales sur les salaires pour les reverser sous forme de revenus de transfert, donc allocation familiale, pension de retraite, indemnité de maternité. Voilà. Donc ce sont les deux principales formes de redistribution. Donc une redistribution verticale qui vient pour ancrer le principe de solidarité et d'assistance, et une redistribution horizontale qui vient pour ancrer le principe d'assurance. Maintenant, quels sont les instruments de la redistribution? Sur quoi se base la redistribution en fait? Sur quoi on se base pour réaliser une redistribution? Alors, comme on n'a pas cessé de le dire, donc il s'agit donc des prélèvements obligatoires qui sont opérés sur les revenus des ménages. C'est le premier instrument, donc les prélèvements obligatoires.
Qu'est-ce que les prélèvements obligatoires? Eh bien, ce sont les différentes retenues effectuées par l'État sur les revenus des ménages et des entreprises pour être reversées, bien sûr, bien entendu, après, sous la forme de revenus de transfert ou de prestations sociales. Alors, les prélèvements obligatoires donc, sont scindés en deux grandes parties, les prélèvements sociaux et les prélèvements fiscaux. Alors, les prélèvements fiscaux comprennent trois grandes catégories d'impôts. Première catégorie, l'impôt sur le revenu ou IR, il frappe les salaires du secteur public et du secteur privé, c'est-à-dire les salariés du secteur public et du secteur privé versent un impôt sous forme d'impôt sur le revenu à l'État. Deuxième impôt, l'impôt sur les sociétés, donc il est versé par les entreprises bénéficiaires. Il est versé par les entreprises bénéficiaires à l'État. Donc une fois que l'entreprise dégage un bénéfice, une partie de ce bénéfice part comme impôt versé à l'État. Troisième impôt, c'est la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA. Elle est payée, c'est un impôt indirect en fait, payé sur la consommation et subi par le dernier consommateur d'un bien ou d'un service. Donc après les prélèvements fiscaux, viennent les prélèvements sociaux. Voilà. Les prélèvements sociaux, donc il s'agit des différentes cotisations sociales, qu'elles soient salariales ou patronales, versées aux organismes de sécurité sociale. Au Maroc, c'est la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui s'occupe pour le secteur privé de faire ces prélèvements. Et il fait également les prélèvements en termes d'AMO, d'assurance maladie obligatoire. Et donc vient par la suite les cotisations CIMR, Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, qui est une retraite complémentaire à la retraite déjà assurée par la CNSS, auxquelles peuvent souscrire les entreprises pour en faire bénéficier leurs salariés. Pour donc récapituler tout ça, nous avons dit que les prélèvements obligatoires sont constitués par les impôts et les cotisations sociales. Nous nous trouvons donc dans l'égalité. Impôt plus cotisation sociale est égal au prélèvement obligatoire. Toujours dans le cadre des instruments de la redistribution, viennent les revenus de transfert. Nous avons précédemment vu pour les impôts et les cotisations sociales, donc les éléments qui viennent en soustraction du revenu primaire. Maintenant, nous allons voir quels sont les revenus qui viennent en diminution du revenu primaire pour former un autre type de revenu. Les revenus de transfert, en fait, ce sont les revenus alloués aux ménages à la suite du mécanisme de la redistribution. Les revenus de transfert sont versés par l'État aux ménages sous forme de prestations sociales. Exemple, des allocations familiales, des pensions de retraite, des indemnités de maternité, comme on a déjà dit plusieurs fois. Alors, tous ces éléments, toutes ces prestations dont peuvent bénéficier les salariés immatriculés à la CNSS. Alors, le dernier revenu, ou le revenu final, ou le revenu disponible, le revenu immédiatement disponible pour le ménage, pour effectuer les consommations, les parts, l'investissement que voudrait faire un ménage, c'est ce qu'on appelle le revenu disponible. Alors, si on l'appelle disponible, c'est que c'est le revenu qui est disponible entre les mains d'un ménage pour le consommer, pour l'épargner, pour éventuellement investir dans un logement. Alors, ce revenu, il est formé comment? Donc, c'est le revenu qui est effectivement mis à la disposition des ménages pour consommer et épargner. C'est le revenu modifié des opérations de redistribution. Alors, le revenu disponible est égal au revenu primaire, donc le revenu touché dans le cadre de la répartition primaire, diminué des prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales, et augmenter des revenus de transfert, c'est-à-dire qu'on vient d'ajouter les revenus et les prestations sociales touchées par le ménage. Ou revenu disponible donc, est égal au revenu primaire moins les impôts plus les cotisations sociales plus le revenu de transfert. Voilà, donc le revenu, le ménage en fait, le revenu primaire du ménage subit des transformations en termes de redistribution pour à la fin donner lieu au revenu disponible qui est le revenu disponible ou le revenu mis à la disposition du ménage qu'on met en ses mains en fait pour lui permettre de consommer, d'épargner et éventuellement d'investir. Pour illustrer tout ceci, nous allons à présent passer à un exercice d'application dans lequel nous allons mettre en pratique tout ce que nous venons de voir. Voilà.
l'exercice en fait s'intitule « Devient l'argent des ménages ». Et nous allons voir en détail quels sont les revenus de la famille Karam en 2018. Alors, M. Karam est ajusteur dans l'entreprise Métal. Il gagne un revenu mensuel net de 7 500 dirhams. Madame Karam tient un commerce de vêtements qui dégage un bénéfice ou qui lui fait gagner 62 000 dirhams l'année. Madame Karam a un compte sur carnet à la caisse d'épargne qui lui rapporte 800 dirhams l'année. Monsieur et Madame Karam sont propriétaires d'un appartement loué à 1500 dirhams par mois. Le ménage Karam vit avec le grand-père paternel qui touche une pension annuelle de retraite de 36 000 dirhams. Et enfin, le grand-père dispose d'une terre cultivable qu'il loue à 20 000 dirhams. Il y a notre revenu. Le dernier, la famille en fait perçoit 900 dirhams d'allocation familiale par mois de la part de la CNSS. Alors ça c'est en détail les différents revenus que touche la famille Karam. Ce qu'il nous est demandé de faire, c'est de relever dans le texte les différentes sources de revenus de la famille Karam et les classer dans le tableau ci-dessous. Par la suite, nous allons en fait calculer quel est le revenu annuel de la famille en nous basant sur les éléments qu'on a déjà cités. Alors, le tableau, il est là. Il comprend donc les revenus directs, les revenus indirects. Il est classé, donc, il classe les revenus en revenus du travail, de la propriété, revenus mixtes. Et les revenus indirects sont classés, donc, bien sûr, comprennent les revenus de transfert ou ce qu'on appelle les revenus sociaux. Ici, il conviendrait de mettre les intitulés de revenus et enfin les montants qui vont nous permettre de calculer le revenu annuel. Donc, je vais vous demander de mettre, pour les personnes en fait, qui souhaiteraient faire l'exercice avant de voir le corriger, de vous mettre et de mettre votre vidéo en pause afin de répondre en fait aux questions demandées et après passer à la correction. Alors, corrigeons ensemble les éléments de cet exercice d'application. Nous avons ici les différents revenus touchés par la famille Karam ou par le ménage Karam. Nous allons ici donc tenter de nommer chaque revenu, de le mettre à sa place et de mettre le montant correspondant devant. Commençons donc par le premier revenu. Donc M. Karam est ajusteur dans l'entreprise Métal. Il gagne un revenu annuel de 7 500 dirhams. Alors 7 500 dirhams, c'est le montant chiffré. Comment est-ce qu'on peut appeler ce revenu? Puisque M. Karam travaille dans une entreprise, il touche un revenu, donc c'est ce qu'on pourrait appeler le salaire. Le revenu touché est un salaire. Son salaire est de 7 500 dirhams mensuels, multiplié par 12, ça donne 90 000 dirhams annuels, de revenu annuel. Deuxième revenu, Mme Karam tient un commerce de vêtements, elle gagne pour l'année, ses bénéfices pour l'année sont de 62 000 dirhams. Qu'est-ce qu'il conviendrait de mettre en fait ici? Le revenu correspond à un bénéfice. Ce n'est pas un revenu de travail, ce n'est pas un revenu de la propriété, c'est un revenu mixte, puisqu'on l'a déjà dit, il rémunère le facteur travail et le facteur capital. Donc c'est un bénéfice. Le montant de ce bénéfice est de 62 000 dirhams. Troisième exemple, Mme Karam a en outre un compte sur carnet à la caisse d'épargne qui lui apporte 800 dirhams pour l'année. Alors ici, 800 dirhams en contrepartie d'un compte sur carnet qu'elle tient à la caisse d'épargne. Les 800 dirhams peuvent être considérés comme un intérêt ou des intérêts touchés pour un placement dans la caisse d'épargne. Donc le montant de ce revenu est de 800 dirhams et c'est un revenu de la propriété bien sûr. Donc il rémunère la détention d'un patrimoine financier qui est l'argent placé à la caisse d'épargne. Quatrième revenu, M. et Mme Karam sont propriétaires d'un appartement loué à 1500 dirhams par mois. Donc, les 1500 dirhams représentent quoi? Il s'agit donc de quel type de revenu? Il s'agit d'un loyer. Le loyer est un revenu de la propriété ou du capital.
Donc, c'est un loyer de 1500 dirhams par mois multiplié par 12 mois, ça donne un loyer annuel de 18 000 dirhams touché par la famille Karam. Cinquième revenu, le ménage Karam vit avec le grand-père paternel qui touche une pension annuelle de retraite de 36 000 dirhams. Donc ici, c'est une pension de retraite. La pension de retraite, ce n'est ni un revenu de travail, ni un revenu de la propriété, ni un revenu mixte. Ce n'est même pas un revenu primaire, c'est un revenu indirect, un revenu de la répartition secondaire, c'est un revenu de transfert. Donc c'est une pension de retraite qui peut être classée comme revenu de transfert et elle est de 36 000 dirhams. Sixième revenu, le grand-père dispose en outre d'une terre cultivable qu'il loue à 20 000 dirhams. Alors, c'est une terre cultivable, c'est-à-dire c'est une terre agricole qui est louée à 20 000 dirhams par an. Donc, de quel type de revenu on pourrait parler? On pourrait parler d'un revenu de la propriété, bien sûr, puisqu'il s'agit de la propriété d'une terre cultivable. C'est un fermage, c'est ce qu'on peut appeler le fermage, qui est le loyer des terres agricoles cultivables. Le fermage ici, il est de 20 000 dirhams. Et enfin, le dernier revenu, sixième et dernier revenu, pour ses 3 enfants à charge, M. Karam perçoit 900 dirhams d'allocation familiale par mois, c'est-à-dire à raison de 300 dirhams par mois pour chaque enfant, donc multiplié par 3, ça donne 900 dirhams. Ces allocations familiales forment en fait des revenus de transfert, ce sont des revenus de transfert, donc ce sont des allocations familiales touchées à hauteur de 900 dirhams multiplié par 12 mois, ça donne 10 800. Alors, je vous invite aussi à mettre votre vidéo en pause afin donc de totaliser ou de faire la somme de tous ces revenus afin de calculer le revenu annuel du ménage Karam. Voilà. Donc après addition de tous les revenus touchés par le ménage Karam, donc nous arrivons à trouver un revenu annuel de 201 600 dirhams. Voilà, sur ce, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo afin de traiter d'une nouvelle partie de votre programme. Merci et à bientôt.